plaisante pas avec l'info, votre émission jusqu'à midi ensemble, émission de décryptage, toujours avec mes invités en plateau. On parle toujours bien sûr de ce sommet, donc lundi, qui s'éloigne, on le disait, ou en tout cas la solution diplomatique à la guerre en Ukraine qui s'éloigne. Donald Trump qui se veut médiateur, qui donne des ultimatums, on y reviendra. C'est maintenant 2 semaines au président russe pour accepter cette rencontre en vue d'un accord de paix. Mais le patron du Kremlin, lui, reste à distance. Il laisse d'ailleurs son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, expliquer qu'aucune rencontre n'est à l'ordre du jour. Écoutez. There is no meeting planned. Aucune rencontre n'est prévue et je ne conteste pas cela. Mais vous ne pouvez pas, je pense, comprendre ce que je dis. Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour sera prêt pour un sommet. Or, cet ordre du jour n'est pas du tout prêt. Le président Trump a suggéré, après Anchorage, plusieurs points que nous partageons et sur certains desquels nous avons accepté de faire preuve de flexibilité. Alors, ils ont, c'est vrai, laissé planer le doute, un petit peu, en tout cas. Bon, on avait bien compris que sur les garanties qu'ils ne cessaient de demander, ils ne les auraient pas. Donc, bon, clairement, là, ça y est, les espoirs sont douchés, c'est assez clair. Mais un Vladimir Poutine, quand même, qui reste toujours à distance. C'est bien ça, Gil, peut-être ? Oui. Alors, en fait, il n'y a pas de négociation de paix. Les Russes mènent une guerre à 2 dimensions. On a vu la guerre sur le terrain, mais il y a une autre guerre diplomatique qui vise à faire en sorte que les Américains lâchent les Ukrainiens. Et donc, l'idée, c'est que Poutine convainque Trump que ce sont les Ukrainiens qui sont l'obstacle à la paix, que Trump dit « OK, dans ce cas-là, on leur coupe le vivre s'il n'accepte pas les conditions russes ». Et en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que l'effort des guerres ukrainien va être asphyxié et ce sera plus facile pour l'armée russe de percer, de faire effondrer le front et gagner la guerre. Parce que Lavrov disait cette semaine que le problème n'est pas les 4 oblasts, le problème n'est pas territorial, qu'il a déjà préparé les prochaines revendications. Donc nous avons d'un côté les Ukrainiens et les Européens qui souhaitent finir cette guerre et empêcher la prochaine, et les Russes qui disent bon, on peut arrêter cette guerre, pourquoi pas, mais uniquement si ça nous permet de mieux se préparer pour la prochaine guerre. Les Américains sont au milieu. Les Américains sont les prix que les deux belligérants disputent. Il n'y a pas la négociation, c'est juste une pièce de théâtre où chaque côté essaye d'être celui qui n'est pas responsable pour l'échec. Mais il n'y a pas vraiment un objet de paix. Les Russes pensent qu'ils peuvent séparer les États-Unis de l'Ukraine, qu'ils peuvent gagner la guerre sur le terrain et que le vrai problème, la racine, ce qu'ils disent, c'est l'existence même de l'Ukraine. La démilitarisation et la légitimité d'ailleurs aussi de Volodymyr Zelensky, parce qu'elle a été pointée du doigt et remise en cause aussi. Rencontrer Zelensky, c'est dire que l'Ukraine existe. Quand on parle de la Russie qui se prépare pour une prochaine guerre, on parle de quoi concrètement ? Il y a plein de gens qui disent qu'on est déjà en guerre contre la Russie par les manœuvres hybrides, c'est le mot à la mode depuis 2006 à peu près. Là, on ne sait plus trop ce que ça inclut, mais bon, tout ce qui est indirect, et je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a aussi, il y a plusieurs analystes qui disent « Ah non, mais ils ne vont pas nous attaquer physiquement, militairement ». Je ne suis pas sûr de ça. Les cyberattaques, par exemple, qui le sont déjà. Les intrusions dans les élections démocratiques le sont déjà. Mais ils développent déjà une autre guerre avec l'Ukraine pour en finir. Une grosse base militaire proche des frontières ce qui est très bien à mon avis dans la mesure où si Trump tient parole et vous avez vu que Trump a dit on ne peut pas gagner une guerre sans attaquer. Oui. C'est tout à fait vrai, c'est évident. Avec une approche différente dans 15 jours, on y reviendra d'ailleurs si Vladimir Poutine ne répond pas positivement, on y reviendra. Mais pour rester sur Vladimir Poutine, pour le rôle dans lequel il s'est mis cette semaine, qui est une espèce quand même de prise de recul, mais il sait qu'il ne doit pas se fâcher avec Donald Trump, ça c'est certain. Donc on peut dire qu'il ménage aussi la chèvre et le chou. Écoutez-le, c'est intéressant. Concernant nos relations avec les États-Unis,
Elles sont au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais avec l'arrivée du président Trump, nous commençons à voir le bout du tunnel. Récemment, nous avons eu une réunion très constructive et franche en Alaska. Et les contacts se poursuivent, que ce soit au niveau ministériel, officiel ou commercial. Alors, il sait que Trump, ça l'agace, il connaît quand même l'ego du président américain, donc il le flatte. C'est intéressant ce qu'il dit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la catastrophe des États-Unis, mais depuis Donald Trump, ça va mieux. Si je grossis le trait, en tout cas, et que je résume, c'est à peu près ça. Ah oui, je confirme. Je dirais que c'est très facile à manipuler par quelqu'un qui adore d'être flatté. Voilà. Tu juste fait comme ça. Première chose. Deuxième chose, Vladimir Poutine, il était éduqué comme agent de KGB. Je pense que c'était une branche spéciale commune manipulée par ce type de personnage. Mais troisième chose, regardez sa pose dans cette fauteuil pour cette forum. Il est tout écrasé. Et comparer cette pose avec sa pose à Anchorage. Ici, il se justifiait. Sa pose, il se justifiait devant des Russes. Ça me dit parce que, comme je sais physiognomie russe, il se justifiait. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 groupes des gens autour dans son équipe. Les gens qui ont une organique vers des Américains, jamais n'importe qui, quelles conditions, jamais à rien. Deuxième groupe qui dit qu'on profite, on est conflit guerre, on est flexible, il y a profit, on profite. Et quatrième groupe qui est totalement fatigué, qui veut avoir relation, il faut satisfaire à chacun. Mais quel groupe il a peur plus ? C'est le groupe, je dirais, les gens plus militarisés, type de Prigojine, qui l'approche à avoir ses rapports avec les Américains. C'est pourquoi il dit, écoutez, en effet, petite pas, blablabla, etc. Mais c'est vrai que maintenant, il se sent chef de l'équipe qui manipule par Trump. Et je ne sais pas à quel moment qui doit dire à Trump qu'il est bien manipulé. Hélas. Il y a un geste qu'il fait, je suis désolé, c'est vulgaire, mais il y a des spécialistes du non-verbal qui vous disent, par exemple, il se gratte. Vous avez vu avec quel doigt il se gratte ? Il fait avec comme ça. Le majeur. Avec le majeur, comme ça. C'est symbolique, peut-être inconscient, mais il ne le fait pas avec l'index. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ? Comment on peut le traduire ? Je ne sais pas. Nadejda, peut-être, qui est mieux placé que moi pour... Je suis spécialiste de physiognomie russe, mais pas du non-verbal. Ce sera en tout cas analysé. Mais je vois, regardez comme il est ici, et après comme ça, quelque chose comme... Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est le lieu où il se trouve et où il a parlé hier, la ville de Sarov. C'est ce qu'on peut appeler le sanctuaire nucléaire de la Russie. Général, est-ce que vous pouvez nous éclairer d'ailleurs à ce sujet ? On peut dire que c'est le cœur, cette ville, de la recherche nucléaire russe. Je peux vous éclairer parce que je suis spécialiste. Il n'est pas là, le général, il est parti. Alors justement, vous pouvez peut-être, l'un de vous en tout cas, nous expliquer. Sur les vides secrètes russes. Donc ça, c'est un lieu très très symbolique. On va faire d'ailleurs un petit peu d'histoire, parce que l'image qu'il a fait, qui a tourné hier, il a fait passer un message. Il a déposé des fleurs, Vladimir Poutine, au monument de Louli Khariton, ou Khariton, je ne sais pas si je le dis bien, concepteur en chef de la bombe atomique soviétique. Il a été à l'époque le directeur scientifique du programme d'armes nucléaires de l'URSS de 1945 à 1992. C'est sous sa direction que l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique en 1949, la bombe à hydrogène en 1953, ce qui a brisé à l'époque d'ailleurs le monopole américain sur les armes nucléaires. C'est très symbolique, c'est important cette image. Je pense que c'est très symbolique tout d'abord vers l'équipe nucléaire russe. Parce que ça montre que la recherche est toujours en cours, c'est ça ? Ça montre que la puissance nucléaire compte. Même on ne menace pas aujourd'hui au monde entier. Mais moi, vous souvenez pourquoi je dis ça. Ma grand-mère participait dans la création de cette bombe nucléaire de l'année 49 et je suis née dans la même ville secrète à l'époque. Sarov, l'ancien nom Arzamas 19, est la première ville parmi des villes secrètes. Ma ville est deuxième, l'année 48. Et il y a 10 toujours
qui sont fermées. Ça veut dire qu'il y a un système spécial administratif d'autorisation sortir, partir et entrer. Les gens d'extérieur ne peuvent pas librement. C'est très contrôlé, évidemment. Exactement. Et à l'époque, il était secret, il n'était pas sur la carte. Aujourd'hui, sur la carte. Et parmi 10 deux villes, c'est Sarov et Snezhinsk, en région de Tcheliabinsk, qui sont responsables pour la création et designer de nucléaire militaire russe. C'est des scientifiques. Tandis que les autres 8 villes fermées toujours, ils sont responsables pour la production. C'est des étapes différentes du complexe nucléaire russe. Cette ville Sarov, elle est un peu différente des autres parce qu'elle était créée sur l'endroit sacré pour l'orthodoxie russe. Il y a le monastère là-bas. Et Vladimir Poutine et son main droit Sergei Kirienko, qui adore cela, qui se considère couverte par Sérafim Sarovski. C'est un saint orthodoxe qui considère comme quelqu'un qui défend le nucléaire russe. Et voilà, même, donc il y a on est une bien légende sur vraiment folle. l'importance. Ça veut dire que montrer symbole très fort aux gens nucléaires que nous comptons sur vous, même pas trop visible. Parce qu'il compte quand même sur ce drapeau rouge, j'ai envie de dire, quand il l'agite très souvent, et cette menace nucléaire, montrer qu'elle est toujours là, en tout cas qu'il la détient et qu'il peut l'utiliser. Tout à fait. La ville de Tcheliabinsk qui vient d'être mentionnée, c'est aussi la ville où se trouvent les designers, cette entreprise de mode qui a fabriqué le t-shirt de Lavrov avec ESSA. Oui, on y reviendra ça dans une heure d'ailleurs, sur ce fameux pull en rupture de stock. D'ailleurs. Exactement, donc ça se trouve là-bas, donc il n'y a pas que des designers de bombes atomiques, mais il y a aussi des designers de mode. Il faut mentionner aussi que Tcheliabinsk est devenu connu pendant la guerre, c'est les villes où les drones ukrainiens qui attaquaient des aérodromes russes a été situés. Ouais. Alors, on est plein de contradictions. Pour revenir au nucléaire, effectivement, chaque fois que la situation semble être bloquée, les Russes sortent le nucléaire. Ils brandissent cette capacité qu'on n'oublie pas. On parlait aussi de leurs missiles. Oreshnik, on va en parler avec les essais, les exercices. Et nous sommes ici dans une séquence où la guerre sur le terrain est moins importante que la guerre politique. Et donc l'idée, c'est vraiment de concentrer les efforts sur les Européens. Je dis, on a l'arme nucléaire. C'est votre intérêt d'arrêter Macron. Oui, là, ça vise les Européens, de toute façon. Les Européens et les Américains. Et les Américains aussi. Il y a en Europe, il y a beaucoup dans l'opinion publique en Europe, des gens qui souhaitent qu'on lâche l'Ukraine. Beaucoup de gens qui pensent que Poutine a raison. Aux États-Unis, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'OTAN et les États-Unis l'ont cherché. Que de toute façon l'Ukraine, c'est normal, c'est les glacis de l'URSS, c'est maintenant de la Russie. Donc, il continue cet effort sur ceux qui, de bonne foi, ou peut-être un peu moins de bonne foi, croient qu'effectivement, il faut aller vers les Russes. De toute façon, ils sont le plus forts, et il faut l'admettre et finir cette guerre. Et c'est clair que le plus simple pour tout le monde, c'est de mettre la pression sur les Ukrainiens parce qu'ils sont dépendants de l'aide européenne et américaine. Une guerre qui divise, ça de toute façon, on le sait bien autant dans l'opinion publique. Mais ce qu'on aime bien aussi, c'est mettre en parallèle certaines séquences. Parce que pendant que Vladimir Poutine était donc dans cette ville, regardez cette séquence de Donald Trump qui donc lui s'agace quand même, mais c'est la même chose, c'est un petit peu ménager la chèvre et le chou, comme je disais avec Vladimir Poutine. Séquence assez étonnante hier dans le bureau ovale, regardez. Je pensais que vous aimeriez voir cette photo. Ce monsieur, appelé Vladimir Poutine, qui, je l'espère, viendra à la Coupe du Monde selon ce qui se passe. Peut-être viendra-t-il, peut-être pas. Beaucoup de choses vont se passer les prochaines semaines. Je trouvais que c'était une très belle photo de lui. De moi, un peu moins, mais une très belle photo de lui. J'ai beaucoup apprécié qu'on m'envoie cette photo. Alors il espère qu'il sera là pour la prochaine Coupe du Monde de football.
ou pas, parce qu'il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Alors si on analyse un petit peu cette phrase, il y a une espèce toujours de main tendue, et puis il y a toujours la pression un petit peu avec cet ultimatum. C'est toujours, alors j'ai envie de dire étrange, c'est vrai qu'avec Donald Trump c'est toujours provocateur, c'est toujours un peu étrange, et c'est toujours un peu difficile à analyser, mais comment est-ce qu'on l'interprète ? Je sais pas, parce qu'il fait aussi des menaces avec les fameux, ce que je vous disais tout à l'heure, la notion d'offensive. On ne peut pas gagner, l'Ukraine ne pourra jamais gagner ou récupérer ses territoires sans aller à l'offensive. Et implicitement, j'ai l'impression que ce que Trump est en train d'envoyer comme message à Poutine, c'est change de braquet, parce que nous, on va autoriser les Ukrainiens à vous frapper dans la profondeur avec plus d'armes offensives. Alors, est-ce qu'on peut entendre ça, d'ailleurs, dans cette déclaration de Donald Trump ? Parce que c'est vrai que la Maison-Blanche avait ensuite tempéré, quand en effet, il a comparé à une équipe de football, justement, en disant, voilà, on ne peut pas se passer d'une attaque. Et en même temps, toutes les restrictions, les injonctions ne sont pas levées, ne le seront sûrement pas. Donc, la Maison-Blanche a tempéré un peu derrière en disant on n'a pas dit que le président ne dit pas qu'il faut aller attaquer. Comme l'article 5, voilà. Comme l'équivalent de l'article 5. Exactement. En fait, ce qui fait Trump, pour Trump, les États-Unis n'est plus le leader du monde occidental. Les États-Unis c'est une force à part, et ce qu'il fait maintenant, il fait monter les enchères. Vous, les Européens et les Ukrainiens, vous voulez notre soutien, vous payez combien ? J'imagine que ça a pesé sur les négociations avec l'Europe sur les tarifs. J'imagine que les Européens ne voulaient pas trop tirer sur la corde, parce qu'ils savaient que derrière, il y a une question plus importante, c'est-à-dire les engagements que les États-Unis prendraient au pas sur l'Ukraine. Et donc, il utilise, puisqu'il s'est dégagé du fardeau de camp occidental, il dit « je suis indifférent au sort de l'Ukraine, au sort de l'Europe, ça ne me regarde pas, mais... je suis ouvert. Quelle est votre proposition ? Quelle est votre proposition ? Et il a à la fois, c'est son caractère d'improviser, de dire n'importe quoi, d'être provocateur, et après il essaye de monétiser. Et donc les diplomates derrière, il a dit article. Et il faut 5, que ça serve aux États-Unis, ça c'est certain à chaque fois. Non, mais en fait, ce qu'il apporte, disons stratégiquement. C'est une fois les États-Unis n'est pas... S'il dit les États-Unis sont indifférents à ce qui se passe, ça donne beaucoup de marge de manœuvre. Après, il faut réfléchir ce que va se passer plus tard. Mais plus tard, ça va être quelqu'un d'autre. Et si c'est un démocrate, on va dire les démocrates sont encore là pour détruire la paix dans le monde. Mais en tout cas, là, c'est dégager de la responsabilité... de leadership du monde occidental, ça lui donne une marge de manœuvre extraordinaire qu'il essaye de monétiser rapidement. Ronald. Je pense qu'il n'est pas complètement aveugle à l'idée selon laquelle s'il se dégage complètement de la protection de l'Ukraine, le message qui est envoyé à d'autres dictateurs comme Xi Jinping, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de complètement se dégager de la sécurité européenne. Malheureusement pour les Américains, à chaque fois ils se font ramener ici. 1917, 1941 avec la déclaration de guerre d'Hitler contre les États-Unis. Je pense qu'il n'est pas que Trump n'est pas complètement. C'est quelqu'un que je respecte pas beaucoup. Hein. J'ai de la difficulté à saisir son intelligence. Je sais pas. Il y a une intelligence, c'est certain, mais laquelle c'est un mystère pour moi. Mais les Américains ne peuvent pas se retirer complètement de la sécurité européenne. Nadezhda, il y a aussi cette phrase quand même de Vladimir Poutine, de Donald Trump cette semaine. C'était donc jeudi, qui dit voilà, alors il refait un ultimatum, il redonne un ultimatum 2 semaines, sinon il faudra avoir une approche différente. C'est très flou ce terme, une approche différente. On a l'impression qu'il manque quelques mots d'ailleurs derrière cette phrase. Comment on peut en effet l'interpréter ? Mais je pense que c'est ça le but, que chacun interprète par son propre imagination, parce que chacun voit quelque chose. Bien sûr, ce que vous attendez la paix, vous attendez le tomahawk, je ne sais pas. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans cette séquence, que, à mon avis, c'est aussi une partie mégalomane de Trump. Il ne peut pas être physiquement avec Poutine à ce moment, mais il ne veut pas que les gens n'oublient cela, parce que chaque fois, vous vous souvenez, c'est moi qui fais le paix entre Arménie et Azerbaïdjan, c'est moi qui est ici. Mais en vrai dire, je préférais d'avoir la photo des Ukrainiens tués dans cette guerre agressive de la Russie dans les mains de Trump. Ça peut bouger des lignes.
et pas ça. Et je ne sais pas si vous voyez cette image, mais derrière Trump et Poutine, il y a des F-22 qui sont les avions probablement les plus performants de l'arsenal américain, de la US Air Force. Et selon ce que j'ai pu lire ici et là, c'était le but était aussi de montrer à Poutine la capacité militaire américaine. Vous voyez autour, c'est que des F-22 qui sont des avions, comme je le dis, des intercepteurs très, très puissants. Et certains disent que c'était une démonstration de force. Oui, tout est une question beaucoup d'images, de toute façon. C'est une guerre qui se passe dans la guerre de communication. En Alaska, mais je te montre que je suis bien préparé à faire face. Une guerre de communication, une guerre de bluff même, parfois, on peut le dire. Guy. Alors, le problème, c'est que pour dissuader l'ennemi, il faut avoir 12 choses. Il faut avoir les moyens et l'intention. Et ça. Les Américains ont les moyens, et Trump, depuis 2016, sape la croyance de l'autre. C'est-à-dire, d'abord, il a érodé l'article 5, c'est-à-dire aujourd'hui, les Russes sont quasiment persuadés que les États-Unis ne vont pas venir à l'aide de l'Europe en cas d'un problème avec l'OTAN. Et donc, la dissuasion ne marche pas. Ils peuvent montrer tous les moyens des États-Unis, mais personne ne croit qu'il va faire l'intention, qu'il va mettre en action ces choses-là. Donc ça vaut strictement rien. C'est comme ces ultimatums, parce qu'on a essayé de compter, c'est compliqué d'ailleurs, parce que c'est quand même pas la première fois que Donald Trump donne des ultimatums, 15 jours, 50 jours. On voit qu'au final, ça ne donne strictement rien. Jusqu'où peut aller justement cette guerre de pression et presque de bluff? Parce que finalement, à chaque fois qu'on arrive au terme, en tout cas, de ces ultimatums, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que ça aussi provient de côté, comme on sait, ce grand homme d'affaires, c'est aussi côté de négociation commerciale. Je te donne 2 jours, tu dois prendre la décision immédiatement. Si c'est sans ça, si tu es astreint. Et à mon avis, c'est pourquoi. Il pense aussi que ça peut jouer si dans cette date, peut-être les Russes vont bouger, ils donnent l'esprit, l'impression de faire quelque chose, mais faire quelque chose pour faire quelque chose pour faire quelque chose. À mon avis, c'est ça. Bah oui, c'est, je sais pas quoi répondre à ça. C'est difficile, parce qu'on tourne en rond sur cette question. Il monte les enchères. C'est-à-dire, vous avez dit que rien, ça n'aboutit pas, mais pour les États-Unis, oui. Il a eu le sommet d'Anchorage, il a eu les Européens autour de sa table comme des élèves qui viennent dans nos tutoriels, dans le bureau de prof. Il a eu des propositions probablement commerciales très importantes. Je pense que l'accord de tarifs entre l'Europe et les États-Unis était lourdement impacté par les contextes et par le fait qu'il ne faut pas trop se fâcher avec les États-Unis maintenant parce qu'il y a les dossiers ukrainiens. Donc il engage tout le temps des bénéfices et donc il continue à jouer. Et comme je le dis tout à l'heure, c'est inouï depuis 1945 ou depuis 1949. Les États-Unis sont un engin libre. Ils ne sont pas à la tête d'un camp. Ils sont indifférents au sort des autres. Sauf s'il y a une proposition commerciale intéressante. Sauf s'il y a un intérêt. Et s'il n'y en a pas d'intérêt, est-ce qu'on peut se dire... Il y a des intérêts commerciaux. Voilà, mais s'il n'y en a pas au bout d'intérêt, est-ce qu'il pourrait laisser tomber Donald Trump? Est-ce qu'à un moment, il pourrait dire « J'en ai marre, ça suffit, débrouillez-vous ». Ça, vous y croyez? Parce que les avis divergent totalement sur ce sujet. Parce que l'approche différente peut être aussi celle-ci. Dire « Eh bien, je laisse tomber ». Ou vous pensez plutôt à une attaque, vous parliez d'une attaque en profondeur. Là, le signal envoyé, ce sera différent et on passera dans une autre dimension. Oui, puis de toute façon, Trump, si je ne m'abuse, a aussi considéré qu'en cas de cessez-le-feu, les États-Unis seraient prêts, ils laisseraient les Européens, peut-être les Canadiens, aller sur le terrain avec des troupes, des soldats, et que les États-Unis seraient prêts à assurer la couverture aérienne. C'est déjà quand même... Le problème, c'est qu'il nous dit ça, et dans 2 semaines, il peut revenir sur sa parole si Poutine le flatte correctement dans le sens du poil. Donc, c'est compliqué. Ce qu'il tente de faire, on l'a vu tout à l'heure. Le problème n'est pas là. On a beaucoup d'idées sur les garanties, mais Lavrov a déjà dit niet, et Trump ne montre pas comment il peut faire changer la vie de Poutine. C'est ça le problème. S'il passe aux armes offensives, peut-être, s'il décide vraiment de dire à Poutine, là, moi, je laisse carte blanche aux Ukrainiens, ils peuvent utiliser les HIMARS, tout ce que vous voudrez, et peut-être même des missiles à plus longue portée. Alors pour le faire,
Il a tout fait depuis 2017 pour faire croire à Poutine qu'il souhaite lâcher les Ukrainiens. Donc pour que les Russes commencent à se poser la question, est-ce que les Américains peuvent s'engager dans la durée avec l'Ukraine ? Trump doit faire beaucoup de choses dans la durée. Bien sûr, pour changer la vie des Ukrainiens. 2017, c'est quand même Trump qui envoie les fameux javelins, les missiles anti-chars javelins en masse aux Ukrainiens. On a vu l'efficacité en 2022. Donc, je pense qu'il faut se méfier. Trump est tellement illisible. Et d'ailleurs, les célèbres 12 bases de la CIA étaient créées par Obama en 2016, c'est-à-dire ils ont opéré essentiellement sur Trump. Oui, mais Moi, je pense que je ne crois pas que Trump est capable de laisser tomber l'Ukraine. Tout d'abord parce que je pense que les électeurs américains ne le permettraient pas. Parce que n'oublions pas que Trump est soumis aux procédures électorales. C'est pas comme Poutine qui est tsar. Et on voit que les électeurs américains ne sont pas plus contents. Mais une autre question, comment nous pourrons continuer à convaincre les électeurs américains que Trump doit agir en faveur de l'Ukraine? Parce que, vous savez, pour nous, l'Occident était inséparable en Russie. On dit l'Occident, ça veut dire l'Europe et les États-Unis. Maintenant, c'est deux. Mais on a pris cette direction en raison de votre valeur. Nous voulons que la Russie, à l'époque, l'année 90, s'approche à vous. Et les États-Unis, c'était comme un exemple de démocratie. Pour l'Ukraine aussi. Et si vous le lâchez, qui va croire? Et aussi, ça ouvre boîte de Pandore pour tous les gens de mauvaise volonté.